Histoire 1. La vie en banlieue peut parfois devenir ennuyeuse, où chaque jour ressemble au précédent, sans véritable changement ni surprise. Et certaines personnes en viennent à chercher désespérément des moyens de se sentir à nouveau vivante. C'était exactement le cas d'Izzy Wilson, une vétérinaire de Rochester dans l'État de New York, qui ressentait de plus en plus la pression de son travail peser lourdement sur ses épaules, à tel point qu'elle finissait par se sentir complètement dépassée. Son compagnon de l'époque, Liam Foster, n'était pas mieux loti. Lui aussi occupait un poste à haute tension en tant que secouriste. Un jour, alors qu'ils se sentaient tous deux sur le point de craquer sous le poids de leurs responsabilités, Liam proposa qu'ils utilisent une partie de leurs économies pour s'offrir un voyage, quelque part loin de tout, dans un endroit si nouveau et si différent que leurs préoccupations finiraient par s'évaporer. Ensemble, ils décidèrent de faire quelque chose d'inhabituel et de simplement choisir un point aléatoire sur la carte pour s'y rendre, sans plan préétabli. Ce point s'avéra être la Papouasie-Nouvelle-Guinée, un endroit qu'aucun d'eux ne connaissait vraiment. Le vol vers cette destination exotique prit une journée entière et ils étaient complètement épuisés à leur arrivée. Dès qu'ils posèrent le pied sur le sol de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Izzy et Liam décidèrent de se rendre directement à leur motel, trop fatigués pour explorer quoi que ce soit ce jour-là. Ils avaient économisé, mais leurs moyens ne suffisaient pas pour s'offrir un hébergement luxueux, même selon les standards locaux. Malgré cela, le motel qu'ils avaient choisi était plutôt correct pour le prix qu'ils avaient payé et suffisamment confortable pour passer une bonne nuit de sommeil. Après tout, ils savaient qu'ils passeraient la plupart de leur temps à l'extérieur, à explorer les alentours, et ils n'étaient donc pas trop inquiets par rapport à leur logement. Le voyage était prévu pour une durée de 5 jours et ils consacrèrent leur première journée à flâner dans les rues de la capitale, Port Moresby, où ils discutèrent avec des habitants et goûtèrent à la cuisine locale, curieux de découvrir les saveurs du pays. C'est à ce moment-là que Liam sortit de sa poche un morceau de papier froissé qu'il aplatit sur la table devant eux. Il s'agissait d'un prospectus pour une sortie en kayak prévue plus tard dans la journée, après un court trajet en jeep. Liam, toujours à la recherche d'un peu plus de sensations fortes, suggéra qu'ils essaient cette activité, d'autant plus qu'ils avaient jusque-là surtout fait du tourisme calme. Izzy, bien que légèrement hésitante, accepta l'idée, désireuse de rendre leur voyage encore plus mémorable. Ils terminèrent leur boisson, prirent un rapide déjeuner, puis se dirigèrent vers le point de rendez-vous avec l'instructeur de kayak. Le trajet en bus dura environ 1 heure, les éloignant progressivement des zones urbaines jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans une région sans aucun signe de civilisation, mis à part une petite cabane de bois où les kayaks étaient accrochés à l'extérieur. Le guide censé les accompagner semblait visiblement agacé de devoir faire ce travail, affichant une attitude désinvolte qui mit Liam et Izzy légèrement mal à l'aise. Ils remarquèrent même une légère odeur d'alcool, probablement du rhum, émanant de lui lorsqu'ils s'approchaient. Malgré une petite appréhension, ils décidèrent de continuer l'excursion, encouragés par les autres touristes qui semblaient bien plus détendus et confiants, ayant déjà fait cette sortie auparavant. Le guide leur donna des explications rapides sur ce qu'ils allaient faire et les aida à monter dans l'eau. Ils étaient tous équipés de gilets de sauvetage et alignés pour commencer à descendre le cours d'eau doucement. La rivière n'était pas agitée et la journée était parfaite avec un soleil radieux. Liam et Izzy se retrouvèrent à l'arrière du groupe avec 3 autres personnes devant eux. Tout en pagayant tranquillement, ils discutèrent de leur projet pour le retour à la maison, échangeant des idées pour prolonger cette parenthèse de bien-être qu'ils vivaient. Leur conversation se poursuivit ainsi pendant une bonne demi-heure, tout en profitant du paysage environnant. Au bout d'un moment, Liam remarqua que le kayak d'Izzy commençait à tanguer de façon anormale. Il demanda au guide si cela était courant, mais ce dernier, visiblement peu intéressé, répondit vaguement que ça arrive souvent. Le kayak d'Izzy ne cessait de tanguer, jusqu'à ce qu'un énorme éclaboussement brise le calme de la rivière. Le kayak d'Izzy se souleva soudainement et elle fut projetée dans l'eau. Liam, paniqué, hurla à l'instructeur et se précipita vers la rive pour tenter de la secourir. À ce moment-là, il aperçut Izzy luttant désespérément sous l'eau. Mais l'horreur se révéla pleinement lorsque Liam réalisa ce qui avait fait basculer le kayak. Un crocodile immense, d'au moins 4,5 mètres de long, glissait sous la surface, entourant Izzy avec une rapidité déconcertante. Le prédateur était imposant, presque impossible à cacher dans cette rivière étroite. En un instant, il referma ses mâchoires puissantes sur l'épaule d'Izzy, déclenchant une roulade mortelle qui arracha son bras en quelques secondes. Les cris d'Izzy retentirent, perçants, mais ils furent vite étouffés par le crocodile qui la maintenait sous l'eau, tandis que la rivière se teintait de rouge. Liam, horrifié, essayait désespérément de pagayer vers la rive, mais il ne pouvait rien faire. Le guide, arrivant enfin sur place, ne put qu'assister, impuissant, à la scène.
Izzy réapparut à la surface, hurlant encore à l'aide, mais le crocodile l'attrapa une seconde fois, cette fois-ci en refermant ses mâchoires sur sa tête. Il la tira sous l'eau et lorsqu'elle refit surface quelques mètres plus loin, son corps flottait inerte, tandis que le crocodile disparaissait comme s'il n'avait jamais été là. Liam, sous le choc, perdit connaissance. Il se souvint s'être réveillé plus tard, adossé à un arbre, entouré par le reste du groupe, certains hurlant, d'autres vomissant et quelques-uns restant en état de choc silencieux. Les autorités furent rapidement alertées et arrivèrent dans l'heure qui suivit, accompagnés de l'équipement nécessaire pour récupérer le corps d'Izzy. Liam refusa de parler en détail de ce qui s'était passé après cet événement tragique. Tout ce qu'il put dire, c'est qu'il réussit à prendre un vol anticipé pour rentrer chez lui, mais qu'il passa les années suivantes à lutter avec un sentiment insupportable de culpabilité et de traumatisme. Chaque jour, il revivait ces événements tragiques, incapable de les effacer de sa mémoire. Il ne pouvait se pardonner d'avoir été à l'origine de cette excursion en kayak, un choix qui changea à jamais le cours de sa vie et dont il ne se remettrait jamais. Histoire 2. Les actes héroïques sont souvent célébrés pour toutes les bonnes raisons. Ils sont empreints de bravoure, de compassion et d'altruisme. Cependant, il arrive que ceux qui prennent des risques pour sauver autrui finissent par payer un prix lourd, parfois même tragique. Empire Chen, un métallurgiste âgé de 52 ans, ne se doutait pas qu'il allait vivre une telle épreuve ce matin-là. Comme à son habitude, il se rendait à pied à son travail en longeant le delta de la rivière Chao Phraya. Il était tôt, bien avant que le village ne se réveille, et un épais brouillard couvrait la région, rendant la visibilité presque nulle. Ce matin était particulièrement silencieux, l'atmosphère pesante, et rares étaient les âmes qui osaient sortir à une heure si matinale. Empire, quant à lui, avait l'habitude de ce chemin quotidien, une petite route qui traversait son village, un bosquet et une prairie qui menaient vers une zone forestière près de la rivière. Le paysage, bien que familier, semblait mystérieux dans cette brume épaisse, mais cela ne l'ébranlait pas. Cependant, au bout de 20 minutes de marche, quelque chose attira son attention alors qu'il approchait d'un petit pont en bois qui enjambait la rivière. Le sol semblait perturbé. Des touffes d'herbe arrachées gisaient ici et là, formant une sorte de cercle, comme si une lutte avait eu lieu. À côté, un petit vélo était renversé sur le côté, près d'un panier en bambou renversé. Le cœur d'Empire se serra, une angoisse grandissante l'envahissant. Il s'agenouilla pour examiner de plus près. Ce vélo appartenait probablement à un enfant, mais il n'y avait personne à proximité. Le silence était oppressant. Il se redressa, scrutant les environs dans l'espoir de trouver un indice, lorsqu'il entendit un bruit presque imperceptible qui se démarquait des bruits naturels du fleuve et des chants d'oiseaux. Cela ressemblait à des pleurs étouffés. Intrigué et inquiet, il se dirigea vers une petite falaise surplombant la rivière, d'où semblait provenir le bruit. Lorsqu'il se pencha prudemment, il découvrit que la falaise ne donnait pas directement sur la rivière comme il le pensait, mais sur une sorte de creux boueux. Ce petit espace, assez grand pour qu'une personne puisse y tenir debout, était trop profond pour en sortir facilement, surtout pour un enfant. Et c'est alors qu'il le vit. Un jeune garçon, probablement âgé de 7 ans à peine, piégé dans la boue, incapable de remonter. Il semblait être là depuis un certain temps, appelant à l'aide avec une voix faible presque éteinte. Le garçon avait perdu le contrôle de son vélo, chuté de la falaise et se retrouvait maintenant en bas, pris au piège entre la boue et la rivière, probablement terrifié à l'idée de tomber dans l'eau. Empire, pris d'un élan de détermination, interpella l'enfant pour le rassurer. Le garçon, encore sous le choc, expliqua qu'il venait du village et qu'il transportait des œufs pour sa famille lorsque, à cause des fortes pluies de la nuit précédente, il avait glissé et chuté de la falaise avec son vélo. Le pont était trop loin pour qu'Empire puisse y accéder rapidement et la falaise elle-même ne disposait d'aucune prise solide pour permettre au garçon de grimper. Le vélo était trop instable pour être utilisé comme levier. Il lui ordonna de rester immobile pendant qu'il cherchait une solution. Finalement, après avoir longuement réfléchi, Empire se pencha au bord de la falaise et dit au garçon de tendre la main. Le garçon, les pieds enfoncés dans la boue, avança prudemment jusqu'à ce que son bras puisse atteindre celui d'Empire. Il n'était qu'à quelques centimètres. Empire, prenant un risque considérable, se pencha davantage, presque au point de tomber lui-même, mais parvint à agripper la main de l'enfant. Avec un effort considérable et en s'appuyant sur toute la force acquise, grâce à son travail manuel, il hissa le garçon hors de la boue, le mettant enfin en sécurité. Une fois l'enfant hors de danger, Empire prit un moment pour examiner le garçon et s'assurer qu'il n'avait pas de blessure grave. Heureusement, il semblait indemne. L'enfant, encore secoué,
le remercia timidement, puis se prépara à repartir, remontant sur son vélo et ramassant son panier d'œufs. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, Empire ressentit soudain un tremblement sous ses pieds. Avant qu'il ne puisse réagir, le sol céda sous lui et il tomba à son tour dans la boue, dévalant la pente abrupte. Il atterrit violemment sur le dos, s'enfonçant profondément dans la boue humide, exactement à l'endroit où le garçon s'était trouvé quelques instants plus tôt. Encore sonné par la chute, Empire tenta de se relever, mais ses mouvements étaient ralentis par la boue collante qui le retenait. En regardant autour de lui, il remarqua que l'éboulement du bord de la falaise avait exposé des racines, qui pourraient lui servir de support pour grimper et sortir de là. Cependant, avant qu'il ne puisse tenter quoi que ce soit, un bruit effrayant retentit depuis la rivière. Il tourna la tête et aperçut une forme massive qui émergeait des eaux troubles. Une créature énorme et terrifiante glissait silencieusement en direction d'Empire. C'était un crocodile gigantesque et apparemment furieux, qui s'approchait rapidement. Avant même qu'il ne puisse réagir, l'animal bondit hors de l'eau et referma ses puissantes mâchoires sur le bras d'Empire. Le choc de la douleur fut immédiat, les crocs du reptile s'enfoncèrent profondément dans sa chair et Empire hurla de douleur, tentant désespérément de se libérer. Le crocodile, avec une force dévastatrice, tentait de l'entraîner vers la rivière, mais Empire ne se laissa pas faire. En plantant ses pieds dans la boue, il tira de toutes ses forces dans l'autre sens, se battant pour sa survie. Chaque mouvement était une lutte contre la mort, et il pouvait sentir ses muscles et tendons céder sous la pression. Pourtant, l'adrénaline et la volonté de survivre lui donnaient la force de continuer. Puis, soudain, un objet vola dans les airs. Le vélo du garçon, projeté du haut de la falaise, atterrit directement sur la tête du crocodile. Le garçon, resté en haut, avait agi par pur instinct, jetant son vélo pour distraire le monstre, et cela fonctionna. Surpris, le crocodile relâcha son emprise sur le bras d'Empire pendant un court instant, mais ce fut suffisant pour lui permettre de se libérer. Avec une dernière poussée, Empire s'agrippa aux racines exposées et commença à se hisser péniblement hors de la boue. Le crocodile, enragé, mordit violemment le vélo avant de se diriger à nouveau vers lui, mais Empire était déjà en train de grimper, aidé par le garçon qui, avec un courage sans faille, tirait sur sa chemise pour l'aider à remonter. Finalement, Empire réussit à s'extraire de justesse des griffes du prédateur, roulant sur le sol, épuisé mais vivant. Il cria de soulagement, mais la douleur intense dans son bras le ramena rapidement à la réalité. Dans un ultime geste, il ordonna au garçon de courir chercher de l'aide. L'enfant, sans hésiter, s'élança en direction du village, criant à l'aide tout le long du chemin. Pendant ce temps, Empire, affaibli par la perte de sang, sentit ses forces l'abandonner. Il tenta de rester conscient, mais la douleur et la fatigue eurent raison de lui. Il perdit connaissance. Lorsqu'il se réveilla, il se trouvait dans une petite clinique, allongé sur un lit. Son bras était enveloppé dans de lourds bandages et une perfusion lui administrait du sang. Autour de lui, sa femme et ses enfants se tenaient, le regard inquiet mais soulagé. Ils se précipitèrent pour l'embrasser, heureux qu'il soit en vie. En arrière-plan, le jeune garçon qui l'avait sauvé se tenait là avec sa famille. Ils étaient venus remercier Empire, profondément reconnaissants. Sans son courage, leur fils aurait probablement été dévoré par le terrible monstre de la rivière. Histoire 3. Dans la nature sauvage et reculée du parc national de Kakadu, situé dans le territoire du nord de l'Australie, Sarah et David Chambers, âgés respectivement de 31 et 30 ans, avaient décidé de s'offrir une pause bien méritée loin de l'agitation de la ville. Ce couple, habitant à Palmerston City, rêvait d'une expérience immersive en pleine nature, désireux de découvrir les paysages réputés pour leur beauté sauvage. Ce qui devait être un week-end de détente allait rapidement se transformer en une effroyable lutte pour la survie. Quand ils se sont retrouvés face à l'un des prédateurs les plus redoutables d'Australie. Le 7 juillet 1998, Sarah et David prirent la route en direction du parc national de Kakadu. Ils avaient planifié ce voyage depuis plusieurs semaines, fascinés par les descriptions des voyageurs qui avaient vanté la majesté des paysages et la tranquillité des lieux. Toutefois, leur excitation ne faiblit pas. Et lorsqu'ils arrivèrent enfin, ils furent immédiatement charmés par l'atmosphère sereine qui régnait dans le parc. Après avoir choisi un emplacement idéal au bord du ruisseau Jim Jim, Sarah et David prirent le temps d'installer leur campement avec soin. Le calme ambiant était apaisant et le doux murmure du ruisseau ajoutait à cette impression de sérénité. Le couple profita pleinement de cette parenthèse en pleine nature, se réjouissant d'être loin de tout, dans un endroit si paisible.
D'autres campeurs avaient également choisi cet emplacement, et rapidement une ambiance conviviale s'installa entre eux. En bons Australiens, tous se retrouvèrent autour de quelques boissons, partageant des histoires, des rires et des chants qui résonnaient dans l'obscurité naissante. C'était une nuit parfaite, marquée par des moments de légèreté et de convivialité, malgré le fait que beaucoup d'entre eux ne se connaissaient pas avant cette soirée. Cependant, sans que personne ne le sache, une menace tapie dans l'eau du ruisseau Jim Jim observait silencieusement. Un crocodile, probablement attiré par les sons joyeux de la soirée, s'était approché furtivement du campement. Alors que les campeurs s'endormaient, bercés par les bruits apaisants de la nature, le prédateur, imperturbable, attendait son moment pour frapper. Sarah et David, profondément endormis dans leur tente, étaient totalement inconscients du danger qui rôdait à quelques mètres d'eux. Aux premières lueurs de l'aube, David fut brusquement réveillé par une sensation étrange. Il sentit une force le pousser et d'abord confus, pensa qu'il rêvait. Mais lorsqu'il ouvrit les yeux, il comprit rapidement que quelque chose n'allait pas. Leur tente était secouée violemment, comme si elle était attaquée. Paniqué, David secoua Sarah pour la réveiller, lui criant d'enfiler quelque chose rapidement et de sortir du côté où elle se trouvait. La panique s'installa instantanément lorsqu'elle ouvrit la fermeture éclair de la tente et vit la silhouette massive du crocodile se dresser juste devant elle. Sarah s'échappa en criant, son hurlement déchirant le silence du camp et alertant les autres campeurs. David se précipita pour la rejoindre, mais avant qu'il ne puisse sortir complètement, le côté de la tente où il se trouvait s'effondra sous le poids du crocodile qui avançait inexorablement vers Sarah. Les mâchoires de la bête s'ouvrirent dans une terrifiante démonstration de puissance. Le prédateur se lança alors sur Sarah, manquant de peu de la saisir dans sa première attaque. Affolée, Sarah trébucha en reculant, tombant à terre alors qu'elle tentait désespérément de se dégager de la menace. Le sol meuble ne lui offrait aucun soutien, et elle se retrouvait à ramper dans la terre, cherchant frénétiquement à s'éloigner du crocodile. Figé par la peur, David regardait la scène avec horreur, incapable de réagir immédiatement face à la scène cauchemardesque qui se déroulait devant lui. Ses mains tremblaient tandis que son esprit essayait de comprendre la gravité de la situation. Il entendait les cris des autres campeurs, mais tout semblait lointain, presque irréel. Les autres campeurs, réveillés par les cris de Sarah, accoururent pour tenter d'aider. Cependant, pris de panique, ils étaient eux-mêmes dépassés par la peur et hésitaient sur la manière de réagir. Pour David, le temps semblait s'étirer à l'infini, chaque seconde devenant un supplice alors qu'il voyait sa partenaire à deux doigts d'être dévorée. Finalement, l'instinct de survie prit le dessus. Il se saisit d'une branche qu'il trouva à proximité, bien conscient que cela serait probablement inefficace face à la force brute du crocodile. Mais il n'avait pas d'autre choix. Il devait tenter quelque chose. Brandissant la branche, il s'élança vers le crocodile avec toute la force qu'il pouvait rassembler, frappant le reptile à plusieurs reprises. Chaque coup était nourri par un mélange de terreur et de détermination. Il savait que cela ne suffirait pas à blesser sérieusement le crocodile, dont la peau épaisse et blindée offrait une résistance presque totale. Cependant, il espérait au moins détourner l'attention du prédateur de Sarah, qui continuait à crier, toujours coincé au sol, incapable de se relever. Le crocodile, implacable, finit par atteindre Sarah, refermant ses puissantes mâchoires sur sa cheville. Ce moment sembla suspendu dans le temps. Le hurlement de Sarah résonna dans toute la vallée, un cri de douleur si perçant qu'il glaça le sang de tous ceux qui l'entendirent. Le prédateur entama immédiatement un death roll, arrachant la cheville de Sarah dans un tourbillon de violence, laissant sa jambe en lambeaux. Le sang jaillissait abondamment, la scène était d'une violence inouïe. Malgré la douleur, Sarah continuait à crier, tandis que David, désormais possédé par un instinct primal, frappait encore et encore le crocodile, hurlant aux autres campeurs de venir l'aider. Finalement, 2 d'entre eux réussirent à tirer Sarah en sécurité, la traînant à une dizaine de mètres de là, alors qu'elle continuait de saigner abondamment. La douleur était insupportable, mais le choc semblait l'avoir plongée dans une sorte de torpeur. David, voyant une ouverture, enfonça une fois de plus la branche dans la gueule du crocodile, cette fois profondément dans sa gorge. Le prédateur recula, émettant un sifflement sinistre avant de retourner dans le ruisseau. Essoufflé, les bras douloureux, David courut vers Sarah, désormais en sécurité grâce à l'intervention des autres campeurs. Une infirmière présente sur place improvisa un garrot de fortune pour tenter de stopper l'hémorragie, mais la situation restait critique. David, sentant l'urgence de la situation, prit Sarah dans ses bras et commença à marcher rapidement vers leur voiture. Tout au long du trajet, il continua à lui parler, la suppliant de rester réveillée. Malgré ses propres douleurs et sa fatigue extrême, il ne ralentit pas, déterminé à sauver Sarah coûte que coûte.
Ils atteignirent finalement la voiture après une marche exténuante de 10 minutes. David la déposa délicatement sur la banquette arrière et se précipita à toute vitesse vers la clinique la plus proche. Pendant tout le trajet, Sarah pleurait, incapable de se calmer, mais heureusement, elle ne perdit pas plus de sang en route. À leur arrivée, les médecins prirent rapidement le relais, stabilisant Sarah et la préparant pour des soins d'urgence. David, rejoint par les autres campeurs qui s'étaient perdus en cherchant leur véhicule, attendit dans la salle d'attente, le cœur battant, jusqu'à ce qu'il puisse enfin voir Sarah. Elle resta à la clinique une semaine avant de pouvoir rentrer chez elle. Le retour fut silencieux, marqué par la gravité de l'expérience qu'il venait de vivre. Avec le temps, Sarah parvint à surmonter ce traumatisme, apprenant à marcher à nouveau. Bien que le chemin vers la guérison fût long et ardu, elle finit par se réconcilier avec son passé et avec l'idée que, malgré tout, elle avait survécu à l'une des expériences les plus terrifiantes de sa vie.